Olivier Kamitatu relance le débat sur le fédéralisme au Congo. Bon, ce n'est pas un débat nouveau d'abord. Et il faut d'abord préciser que lorsque Olivier Kamitatu s'exprime, il ne parle pas pour lui. Il parle pour le parti Ensemble, dont il est porte-parole, et pour son président, Moïse Katumbi, dont il est le directeur de cabinet. Mais plus loin encore, il parle également pour le M23, il parle également pour Kabila. On a remarqué en effet ces derniers temps que c'est Olivier Kamitatu que l'on met en avant pour exposer sur des sujets sensibles qui pourraient nuire à l'image de leurs dirigeants de ce groupe que j'appellerais la Team Rwanda. Ils parlent pour eux tous, notamment, comme on l'a vu, pour expliquer, arrondir les angles sur le retour de Kabila au Congo en passant par l'Est, ce qui pouvait lui faire porter le chapeau de responsable numéro 1 du M23 et de la rébellion, comme le dit le gouvernement de Kinshasa. Et c'est Olivier Kamitatu qui vient pour apporter l'explication. Sa voix paraît même plus crédible et plus innocente, plus reculée que celle d'un, comment il s'appelle, Corneille Nangaa. Et donc, c'est lui comment en avant. Donc, Olivier Kamitatu s'exprime. Il ne s'exprime pas pour Monsieur Olivier Kamitatu, il s'exprime pour Katumbi, il s'exprime pour Kabila, il s'exprime pour le M23. On peut aussi dire qu'il s'exprime un peu pour le Rwanda. Et donc, voilà, cela pris en compte. Alors, le débat n'est pas nouveau. Faut pas avoir peur des mots, que le mot fédéralisme est un mot qui veut dire balkanisation. Non. On a vu le fédéralisme a sauvé le Nigeria après la guerre du Biafra. Sans le fédéralisme, le pays aura explosé. Le fédéralisme peut avoir de l'intérêt, bien qu'on peut se poser la question de savoir, est-ce que le problème de la RDC, c'est le chapeautage institutionnel ou alors les institutions à l'intérieur même qui peuvent être capables de régler un véritable état de droit, une véritable justice, un véritable respect des droits de l'homme, un véritable respect du circuit financier, etc., que les gens volent moins, etc., et que les lois soient suffisamment fortes, suffisamment puissantes, qu'il y ait assez de contre-pouvoirs et assez de gens que l'on puisse recruter de manière beaucoup plus professionnelle plutôt que le népotisme qui règne un peu partout, les primes aux partis politiques qui font que la compétence n'y est pas toujours et puis il y a toujours des passe-droits pour permettre aux gens de commettre des actes délictueux ou alors de ne pas cesser leur fonction quand il faut parce que et la justice de ne pas sanctionner. Donc les problèmes sont là, ils sont au fond, sont-ils seulement au chapeau? Ce débat peut avoir lieu. Quant à la question de la balkanisation, vous savez, c'est devenu un peu un classique de la politique congolaise. Dès qu'il y a un problème à l'intérieur d'une région, on parle de balkanisation. Ça nous vient de Lumumba, en fait, qui, lors de la sécession katangaise, c'était le 11 juillet 60, si ma mémoire est bonne, avait fait un discours disant qu'un plan de balkanisation était en cours. Donc, depuis, dès qu'il y a une région qui réclame quelque chose, on parle de balkanisation. Bon, c'est devenu un peu, dans le langage courant congolais, un mot quasiment incontournable qui ne veut au fond pas dire grand-chose, ou sinon, le Congo est déjà balkanisé de soi. Il n'y a pas besoin d'un effort extraordinaire, tout simplement parce que le Congo n'a pas construit, en 60 ans d'indépendance, une véritable connexion entre ces différentes régions et la capitale, et même entre ces différentes régions et provinces entre elles. Les régions sont isolées, et pour ceux qui sont à l'Est, leur voie de sortie, leur vie s'organise avec les pays voisins qui sont à côté d'eux. Lorsque ils font leurs importations, ils importent leur or et même leurs produits agricoles, leur cacao passe parce que le Congo est un grand producteur de café et de cacao, ce qu'on oublie, même si sa capacité est beaucoup réduite, il peut encore mieux faire, mais ça passe par l'Ouganda. L'or passe par l'Ouganda et par Kigali très officiellement, même les quantités de l'État, les quantités officielles passent par ces pays-là, par la Zambie. Le grand port là-bas, c'est plutôt Dar es Salaam, ce n'est pas le port de Matadi qui est de l'autre côté de l'Atlantique et qui est vraiment hors de portée. Lorsque une personne qui habite à l'Est est malade et qu'elle doit se faire soigner dans un hôpital qui a des scanners et qui a du matériel moderne, l'État n'en ayant pas doté aux différentes régions, va aller dans un hôpital de Kigali, de Kampala, de Dar es Salaam, en Zambie. Voilà, lorsqu'un étudiant veut aller faire ses études et qu'il n'a pas beaucoup de moyens, ce qui est le cas de la plupart des gens, c'est plus facile pour lui de payer un billet d'Uvira pour aller étudier à Bujumbura. C'est plus facile pour lui de payer un billet de Goma pour aller étudier à Kigali et où le transport est pour lui et pour le parent et la proximité avec la maison vont lui revenir 7, 8 et 10 fois moins cher que de prendre un avion et de se rendre à Kinshasa. Tout ça a balkanisé le pays. Il n'y a pas de route de liaison entre... Déjà, à l'intérieur des régions, c'est compliqué. Alors, d'une région à une autre, c'est pas possible. Et d'une région jusqu'à Kinshasa, c'est la mer à boire. Donc, toutes ces raisons ont conduit le pays à être balkanisé. C'est ce qui fait d'ailleurs que dans toute l'Est de la RDC, la conduite, le volant est plutôt à droite dans les voitures plutôt qu'à gauche comme le veut la loi du pays parce qu'ils subissent l'influence directe de ces pays-là. D'où ils tirent leurs pièces détachées, d'où ils tirent quasiment tout. Donc, leur relation avec Kinshasa, c'est
effrité comme ça par le peu d'efforts que le pays a fait, même le peu de chemin de fer qui existait, le peu de routes n'ont pas été entretenues, ils ont fini par disparaître et le pays s'est balkanisé de soi. Il ne s'agit pas d'attendre qu'il y ait un discours politique pour dire ça c'est la balkanisation, on va arriver à la balkanisation. C'est devenu comme un cri, comme une espèce de slogan qu'on doit dire au cours d'un discours pour montrer qu'on est patriote. Et d'ailleurs, si on va pousser la réflexion un peu loin, ce discours vient plus d'ailleurs des Congolais de l'Ouest, qui tiennent beaucoup ce discours de balkanisation, hein, ça vient beaucoup des Congolais de l'Ouest, de Kinshasa, du Bandundu, etc. Ceux qui vivent, qui mangent de Kinshasa avec tous les moyens qui sont envoyés à Kinshasa, tous les administrations qui y a là, la fonction publique, la capacité de recrutement, la capacité de jouir des importations et des exportations, eux en sont très soucieux. Le discours est moins fort pour ceux de l'Est, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont moins patriotes. Non, la RDC est un pays très uni, du côté nationalisme, tout le monde se sent congolais, ça c'est indiscutable, mais enfin, la question de la balkanisation, elle doit être gérée de manière dans l'intégration économique, infrastructurelle, plutôt que dans des débats et des discours politiques. Bien, mais on n'est pas dupe non plus que ce sujet n'a pas été soulevé par Katumbi après concertation avec les siens, juste pour faire joli ou pour avoir une réflexion à long terme sur ce que pourrait devenir le Congo. C'est des questions immédiates, c'est la manière avec laquelle ils veulent régler la situation d'aujourd'hui. Ça, je l'avais déjà dit avant, je ne voyais pas une autre sortie pour Kagame que d'essayer de réclamer ou alors de pousser le M23 à obtenir une espèce d'autonomie pour l'Est de la RDC afin qu'il puisse peser de toute son influence sur ces régions-là. Parce que sa guerre, soutenir le M23, ben, il faut bien sortir à un moment donné. Il va pas l'aider à faire la guerre pour la guerre éternellement, ça coûte cher, il n'y a pas de sortie à la pression internationale, mais comment comptait-il en sortir? En plaçant un président à son goût à Kinshasa? Je crois que ce type est un peu buté, Kagame, mais il n'est pas idiot. Cela, il l'avait déjà fait en 97 avec Kabila père. Il sait comment ça finit par tourner. Parce qu'une fois qu'on arrive au pouvoir à Kinshasa, quel que soit le soutien qu'on a eu pour y arriver, on se rend très vite compte qu'on est plus puissant qu'un président du Rwanda, fut-il celui qui vous a soutenu sans moyens, sans armée, sans rien du tout. Kabila a réussi à se retourner contre Kagame, le peuple l'a accompagné et Kagame n'a pu rien y faire. Il a dû fuir, créer d'abord une rébellion à Goma, puis il a dû dégager après. Je ne vois pas Kagame refaire la même erreur deux fois. Donc il sait que quiconque il accompagnerait à Kinshasa, ça sera jusqu'à son arrivée à Kinshasa. Mais après, il faudrait qu'il se casse. Donc, avoir une autonomie dans un coin du pays proche de chez lui sur lequel il pourra avoir une influence, parce que même s'il y avait fédéralisation, la fédéralisation ne permet pas aux régions d'avoir des armes. Et l'armée de la RDC mettra encore du temps à se mettre en place. Et lui, il pourra encore, pendant 5 ans, pendant 10 ans, avoir une influence là-dessus. Et même si c'est pas un accord final qui est obtenu, ne serait-ce qu'une autonomie provisoire du Sud et du Nord Kivu, bah, lui continue à avoir une influence là-dessus parce qu'il les équipe, il les arme. Tous ces groupes-là tiennent leur pouvoir grâce justement aux équipements, aux armes, aux relais diplomatiques qu'il peut leur offrir. Donc, il peut continuer à peser sur ces régions pour des raisons économiques, mais également pour des raisons sociologiques. Tout le monde sait la proximité que M. Kagame a avec certains groupes de population qui vivent dans ces régions-là. Donc, cette sortie par l'autonomisation, pour Kagame, je ne vois pas d'autre stratégie pour lui pour sortir de cette situation de crise qui lui sera intenable à un moment ou un autre parce qu'il y aura une pression internationale, parce que ça coûte cher, parce que, etc. C'est pour ça que je préconisais, je l'avais déjà dit, au gouvernement de la République démocratique du Congo de ne pas aller aux négociations avec le M23, mais d'aller aux négociations avec toute l'opposition armée et non armée. Donc, ça aurait été le gouvernement, la majorité et l'opposition armée et non armée. Ainsi, ils se retrouvaient en salle dans le débat avec d'autres personnes face auxquelles le M23 serait confronté. Vous voyez le M23 en train de revendiquer l'autonomie de la région, je sais pas moi, du Sud Kivu et du Nord Kivu, mais il allait vite se retrouver avec un Mukwege en face pour lui dire, mais pourquoi toi? Est-ce que si on faisait un référendum au peuple aujourd'hui, t'es sûr que c'est toi qu'on choisirait et pas moi? Mais imaginez un Kamere s'interposer de la même manière, une Mouchobe quoi s'interposer de la même manière. Même Mouchobe quoi est dans le parti de Kabila, mais il a déjà exprimé son rejet à ce projet. Donc, imaginez la confrontation qu'il aurait pu créer, le gouvernement n'avait qu'à se croiser les mains et des solutions auraient pu sortir. Or là, il se retrouve face à face à Doha avec le M23, lui il est en position de faiblesse, eux ils peuvent exiger quelque chose, il risque de lâcher beaucoup de choses. Le président Tshisekedi risque de lâcher beaucoup de choses juste parce qu'il est en position de faiblesse, pas parce que ces choses lâchées sont bonnes. Donc, ça, je réitère ce vœu, en tout cas, qu'il y ait un dialogue avec toute la classe politique, que tout le monde soit là. Kamere est président de l'Assemblée, le dialogue se passe avec l'exécutif. Donc, il n'est pas là. Mais si c'est la majorité qui discute avec les oppositions, ben, Kamere peut être là, et lui aussi, en tant que Sud Kivussien, je suis sûr qu'il pesera de tout son mot. Et leur poids pourrait même faire à ce que les Kivussiens, du Sud comme du Nord, puissent se reconnaître en eux et faire face à ceux qui ne soutiennent pas le M23 et faire face au M23. Mais face au gouvernement, je crois que le gouvernement sera vite lâché.
Et je crois qu'il est temps de penser pays. Donc ce débat pour le fédéralisme a une urgence, à un long terme. Faites très attention.